C'est parti pour les 45 premières minutes de votre émission de débat, La Libre Opinion. C'est votre magazine d'analyse et d'orientation des opinions politiques, chers téléspectateurs de la chaîne de l'excellence et du professionnalisme SML13. Bienvenue à ce tout premier numéro de la semaine. À l'abordage, les enjeux politiques du discours des chefs de l'État quant à l'interview qu'il a accordée à nos confrères de la Top Congo et de la RTNC depuis son QG à Goma. Cela a suscité beaucoup d'intérêt quant à l'opinion. Il a fixé aussi sur un certain nombre de points. Il a parlé sur le plan économique quant au bras de fer qui engage cette fois-là la FEC et le ministère de l'économie. Sur le plan de santé, les chefs de l'État s'est aussi prononcé quant au vaccin AstraZeneca. Nous allons devoir faire le contour de cette interview avec mes invités qui sont avec moi sur ce plateau. D'un sujet à un autre, nous allons revenir aussi sur l'avis des conformités à la Constitution quant à la loi organique de la CENI que la Cour constitutionnelle vient de donner depuis déjà jeudi. Nous allons en parler avec mes deux invités pratiquement traditionnels qui sont avec moi sur ces plateaux. Je commence à ma gauche, Patrick Lokala. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nono, bonjour à tout le monde. Vous allez très bien? Très bien, comme un chat. La Libre Opinion, le tout premier numéro de la semaine. Vous êtes confortablement dans votre tanière? Très bien, je suis là. Louis-France Kouzikessa, directeur général de SML13 Télévision. Lui, il est pratiquement dans ses analyses fermes, comme les téléspectateurs ne cessent de me le faire parvenir. Louis-France, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Nonon. Bonjour à tous les téléspectateurs du groupe de presse Congo Média Libre. La recommandation, je reviens à l'unique. Il faut toujours les rappeler de s'abonner massivement parce que ça faisait longtemps qu'on me rappelait. Il faut qu'on commence à te suivre régulièrement. Le seul canal de communication qui m'est accordé, c'est La Libre Opinion. Cette émission produite et diffusée par le groupe de presse Congo Média Libre 13, que vous pouvez retrouver certainement sur YouTube, en tapant sur SML13 TV, qui est notre chaîne. Vous vous abonnez et vous pouvez suivre l'ensemble de nos programmes. Je salue mon co-débatteur du jour, Patrick Lokala Lokola. Je souhaite plein succès à sa candidature à l'UNPC comme candidat premier vice-président ou vice-président si vous voulez de l'UNPC ville de Kinshasa. Et je voudrais aussi rappeler que je suis ferme et je suis un homme de conviction. Je ne suis pas un monsieur qui change des opinions le matin, le midi, le soir. Je suis un homme tellement constant avec moi-même et rigoureux au point que ça fera mal à plusieurs, mais il faut accepter que dans un État comme le nôtre, où la République est pratiquement dans la rue, il faut qu'on ait des gens qui sont capables de dire des choses comme elles se présentent, n'en de plus à ceux qui le veulent ou ceux qui ne le veulent pas. C'est un État démocratique, il faut accepter le point de vue contraire soit-il. Merci beaucoup Louis-France. Gardez votre énergie pour débattre tout à l'heure. Merci beaucoup. Patrick Lokala, j'ouvre le bal avec vous. Vous avez certainement suivi l'interview que le président de la République a accordée à Top Congo et à la RTNC. Il a fixé l'opinion. Prenons d'abord l'angle politique. Le chef de l'État s'est prononcé dans cette affaire d'Égypte. Il a donné son opinion, il a donné son avis, qui a presque rencontré l'avis du rapporteur Joseph Lembi à l'époque. Les députés empruntent des motos, les députés courent les risques. Quoi de plus normal d'offrir l'Égypte aux députés? C'est normal et c'est là en va de leur crédit, comme l'a dit le chef de l'État. Merci beaucoup Nono pour cette question par rapport à la sortie médiatique du président de la République. Et vous avez choisi que nous puissions commencer par l'affaire d'Égypte. Encore une fois, j'ai suivi le président de la République dans ses propos par rapport à la situation de véhicule, où il a tenté de rappeler le contexte dans lequel on a commencé à parler de la situation de ce véhicule. Il a dit qu'au cours de ces échanges avec les députés, qu'on appelle généralement les députés de l'Union sacrée, qu'on lui a fait parvenir les revendications des uns et des autres par rapport à la mobilité. Et lui de répondre, il avait dit qu'il ne revenait pas à lui de donner des jeeps aux élus du peuple et que leur bureau allait s'en occuper de ça. Mais vers la fin, il a dit, vous aurez les jeeps. Vers la fin de son propos, il a dit aux députés que vous aurez les jeeps. C'est en quelque sorte, il est d'un côté dans la communication du rapporteur de l'Assemblée nationale qui a dit que ce sont les élus qui prennent ça à crédit, sans pourtant dire à l'opinion quelle est la banque avec laquelle
ou la firme avec laquelle on a fait ces montages financiers en donnant ce qu'on appelle la traçabilité par rapport à comment et pourquoi on est parvenu à l'accord jusqu'à l'octroi des véhicules. C'était une communication ambiguë qui n'était pas claire, et lorsque la communication est ambiguë, lorsqu'elle n'est pas claire, donc même l'intervention du président de la République, selon vous, ne vient pas non plus éclairer l'opinion quant à cette affaire. Je suis en train d'arriver. Lorsque la communication est ambiguë, elle n'est pas claire, elle n'apporte pas de précisions, elle n'apporte pas des éléments contraires à ce qu'on qualifie comme une rumeur, comme mensonge. Le mensonge prend forme de la vérité. Et c'est ce que nous constatons avec la situation des Jeeps, lorsque les rapporteurs n'étaient pas à mesure de dire clairement, avec exactitude et précision, la firme avec laquelle, la banque par où on a déposé l'argent pour qu'on ait des véhicules en crédit. Et même alors, le rapporteur n'a pas pu démontrer qu'à l'issue de ces... On est pratiquement à 2021 aujourd'hui, on compte la fin du mandat au bout de doigt, à 2 ans pratiquement et demi. Est-ce que si on soutire, on soustrait, pour parler simple, quelque chose du salaire des élus, est-ce que tout au long de ces 20 quelques mois, le bureau sera à mesure de payer cette dette? Non, par rapport à nos calculs, le bureau ne sera pas à mesure, par rapport au salaire des élus, le bureau ne sera pas à mesure de payer le crédit qui resterait. L'argent qui resterait comme solde, qui le payerait? C'est ça la grande question qui n'a pas été répondue. C'est ça le doute qui n'a pas été éclairé. Et lorsque le chef de l'État revient sur le propos du rapporteur, lui aussi, il n'apporte pas la précision, il n'apporte pas l'exactitude. Lorsque vous voulez défendre quelque chose, non, on ne refuse pas le fait qu'il y ait un besoin de mobilité auprès des élus. On peut le faire. L'Assemblée nationale pouvait le faire, mais seulement en éclairant l'opinion. Mais lorsque vous venez en tant que chef d'État pour défendre quelque chose, vous devez être à mesure d'apporter la lumière, d'apporter la vérité qui n'a pas été dite, l'exactitude des faits. Le chef de l'État n'en a pas fait. D'un côté, il était du côté du rapporteur. De l'autre côté, pour chuter, il était du côté de Mbosso. Lorsqu'il a dit, à la fin, lui-même l'a dit, dans son intervention, que vous aurez les véhicules. Et Mbosso n'a fait que reprendre ce que le chef de l'État avait dit aux députés. Et c'est cela la polémique. Jusqu'aujourd'hui, les Congolais ne seront jamais éclairés par rapport à cette question. Pour certaines personnes, il y a lieu de croire que c'est un don qu'on a donné aux élus du peuple pour avoir renversé le pouvoir de Joseph Kabila. Mais ce sont là des analyses que nous faisons. Il revient aux gens à la maison de tirer les conclusions. Très bien, il revient aux gens à la maison de tirer les conclusions. Louis-France Kouzikessa, pourquoi imputer au président de la République cette fois-là d'avoir offert des jeeps aux députés alors que lui-même ne l'a pas reconnu? Il dit c'est les crédits. Les députés eux-mêmes ont contacté les crédits. C'est normal qu'un député puisse rouler carrosse, mais j'aimerais toutefois cette fois-là vous mettre un peu de biscuits dans la bouche. Le chef de l'État s'est aussi exprimé. Il a dit, vous voulez que je vous réponde quant à la question sur son salaire? Vous voulez que je vous réponde avec mon cœur, en toute sincérité, sur mon salaire? Je ne connais pas combien je touche. Vous allez répondre à cette affaire de Jeep tout en revenant sur les salaires du président de la République. Rapidement, il faut qu'on retienne que tout ce qui sort de Louis-France sort avec conviction. Je n'ai pas l'intention de le dire pour plaire à quiconque. Je n'ai pas non plus l'intention de le dire pour léser quiconque. J'ai dit sur ce que je pense et je l'ai dit en intime conviction. Il faut qu'on le prenne comme tel. Vous avez 4 minutes. Vous savez, il faut planter les décors. J'ai un plaisir ici d'être en face de ceux qui ont passé quelques années ou quelques temps dans la faculté de communication du journalisme, si vous voulez, pour l'un ou pour l'autre. Vous savez, il y a de questions qui relèvent de la crédibilité d'un État. C'est le discours du président de la République. Parce que le discours du président de la République, quand vous lisez l'article 69 de la Constitution, le premier statut spécifique qu'on donne au président, c'est le symbole de la nation. Qu'est-ce qu'on appelle le symbole de la nation? C'est celui qui représente la nation. Et tout ce que le président de la République fait est lié à la nation. Donc quand il fait ce qui est lié à la nation, directement il est lié à la crédibilité de l'État. Donc les faits et gestes
On ne regarde pas la personne du président de la République, on regarde l'État congolais. Et j'ai toujours dit que la communication politique et stratégique et le droit administratif dont sont deux piliers qui tiennent la vie d'une institution. Et quand les deux piliers sont démantelés, sont déstabilisés, la République ou l'institution se retrouve dans la rue, où chacun peut ramasser le bout de papier, lire et rejeter. Quand un président de la République parle, il ne parle pas parce qu'il le veut. Il parle parce que toute communication du président répond à 4 principes majeurs. Il faut que ce soit rappelé, c'est un enseignement très important. C'est ce que nous appelons la conception communicationnelle. La conception communicationnelle prend en compte ce que nous appelons l'étude du contexte politique. C'est-à-dire quand tu es devant un auditoire, quand tu es devant une masse, quand tu es devant une foule, tu dois savoir adapter le discours conformément à l'attente de l'Assemblée. Et quand tu as un discours qui va au contraire, quand tu as un discours qui va au paradoxe de ton auditoire, tu as la capacité de reformuler la communication à travers la conception, principe de la conception. 2, le planning. Le planning, relève de la planification. La communication ne peut pas être communication si elle n'a pas été préalablement planifiée. Dans la planification, on sait que tel angle, il faut l'exploiter de telle manière, tel angle, il faut l'exploiter de telle manière, tel angle, il faut l'exploiter de telle manière. Il y a ce qu'on appelle maintenant, avant l'exécution de la communication proprement dite, vous appelez l'organisation de la communication. Pour ceux qui ont choisi cette faculté ou ce département de la communication des organisations, la communication est organisée. L'organisation de la communication, c'est quoi? C'est ce que nous appelons le principe de la pragmatique, la cohérence. Vous savez que je vais commencer par tel point, tel point, tel point. Quand on me pose telle question, dans mon organisation, je peux répondre de telle manière. Et à la fin, l'exécution de la communication. Et quand vous aviez répondu à l'ensemble de ces principes-là, voilà pourquoi dans le monde, on dira, Blaise Compaoré a été le meilleur rhéteur de président africain. Parce qu'il a travaillé avec les plus grandes agences qui ont planifié la communication et qui ont organisé. Mais quand vous voyez le président de la République, qui n'a d'abord pas un conseiller en communication, moi je n'en ai pas besoin d'y aller, c'est un avis que je fais remarquer, qui n'a pas un conseiller en communication, et quelques attachés de presse, hier traiteurs des informations, rédacteurs, parce qu'il faut qu'on se le dise, il ne faut pas confondre des questions de communication avec des questions que peut traiter un attaché de presse. Un attaché de presse, même un enfant qui a fait les humanités, peut le faire. C'est question d'appeler la presse, de créer, d'organiser cette activité-là, de distribuer l'argent. Ça n'a rien à voir avec les avis techniques qu'on peut émettre sur les fonctionnalités communicationnelles de l'institution. Je termine. Le président vient, il dit qu'il ne connaît pas son salaire. Il vit comment? Il mange comment? Il nourrit sa famille comment? Il se déplace comment? Il s'achète des vêtements comment? Parce que dans le salaire, il faut intégrer le prime. Il faut intégrer tout ce qui s'en va aux avantages du salaire ou du fonctionnement d'un fonctionnaire. Mais quand le président dit qu'il ne connaît pas son salaire, c'est-à-dire quand les premiers fonctionnaires de l'État ne connaissent pas son salaire, que dira le dernier fonctionnaire, un enseignant de l'administration, un infirmier, que dira-t-il? Je termine, monsieur. Non, c'est très important. Mais le président dit qu'il ne connaît pas son salaire, mais il dit quand même que ce salaire est moindre. Ce n'est pas exorbitant. Mais je me demande, parce qu'il a été précédé par les attachés de presse, qui se sont érigés à ceux qui faisaient la retransmission en direct. Donc ils ont même oublié qu'ils doivent s'occuper de la communication du président. Ils commencent à commenter l'activité. Ça, c'est un travail de reporter de la RTNC. Et la cellule de communication du président s'est liguée derrière les micros pour faire le védétariat. Ne sachant pas que la République était dans la rue. Je pose la question. Quelle est la perçue? Quelle est la compréhension? Quelle est la vie d'un blanc, d'un Américain, d'un Français, merci, France, vous avez qui sait que le président congolais ne connaît pas son salaire, alors qu'on sait, on nous a vanté ici tout le temps que le président est le mieux informé de la République. Et comment le président n'a pas l'information sur son salaire? Je me demande, ceux qui continuent à acclamer, c'est un droit, il faut le reconnaître,
Mais il faut arriver à dire la vérité pour sauver l'image de notre pays. À 2, à 3, à 4, si on en est conscient, on peut le faire sans problème. Merci, on peut le faire sans problème. Ça, c'est lui, France Kouzikessa. Le président de la République, Patrick Lokala, ne connaît pas son salaire. Il dit qu'il ne s'y intéresse presque pas. Est-ce que c'est un péché si on ne s'intéresse pas à son salaire? Mais le président a des avantages reconnus par la Constitution et par les lois de la République. Il doit vivre. Non, je ne voudrais pas dire ici que le président a menti, mais je voudrais dire que le président a fait un faux pas. Parce que c'est quand même assez dur de dire sur un plateau aussi sérieux que celui-ci que le chef de l'État a menti. Il n'a pas menti, mais il a fait un faux pas, tout simplement. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous qui avions fait la logique formelle, nous savons très bien que vous ne pouvez pas affirmer une chose, puis venir les contredire. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Vous vous contredisez vous-même. Vous dites, Louis France vient de le rappeler, vous dites, je ne connais pas mon salaire, mais vous dites, ce n'est pas quand même exorbitant. Donc, ce n'est pas quand même exorbitant, ça signifie quoi? Parce que pour que vous sachiez évaluer la quantité, vous devez avoir connaissance de l'existence d'une chose. Ça, c'est même un enfant de l'école primaire peut faire cette analyse et détecter qu'il y a eu un faux pas. Parce que je ne voudrais pas ici dire que le chef de l'État a menti. Je ne voudrais pas le dire ici que le président Tshisekedi a menti. Je ne vais pas dire ça. Mais je voudrais dire qu'il a fait un faux pas. Je le répète pour ceux qui ne comprennent pas le langage codé. Lorsque vous dites que je ne connais pas quelque chose, et vous revenez quand même, c'est comme qui posait la question à quelqu'un, mais est-ce que vous connaissez CML 13 TV? Je dis non, je ne connais pas CML 13, mais ils ont quand même un beau plateau de télé. Est-ce que cette personne-là ne connaît pas CML ou pas? Mais il faut qu'on cause calmement. Il faut qu'on descende comme ça pour que les gens comprennent. Il faut que, quand vous dites je ne connais pas CML, mais CML a quand même un beau plateau. Hein. Mais Patrick, je suis d'accord avec vous. Je suis dans la banalité. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le président de la République sur le plan salaire, non, vous pouvez aussi attendez. S'il vous plaît, Patrick, je vous relance. Vous pouvez aussi être d'accord avec lui parce que la matière est tellement abondante. Non, vous pouvez également être... C'est dans votre temps d'antenne, vous allez continuer. Vous me grignotez. Je ne vous grignote pas. C'est moi qui ai le contrôle de la montre. Je vais en tenir compte. En même temps que vous n'êtes pas d'accord avec le président de la République par rapport à son salaire, vous pouvez aussi être d'accord cette fois-là quand il vous dit exactement qu'il n'est pas d'accord avec le vaccin AstraZeneca parce que sous d'autres cieux, on l'a refusé. Si le ministre demande aux Congolais d'aller se faire vacciner, mais le chef, lui au moins, il est sincère. En une minute, je vais vider la question. Le président, je ne voudrais pas dire que le président n'est pas sincère, mais le président n'a pas dit la vérité. Encore? Je ne voudrais pas dire qu'il n'est pas sincère, mais il n'a pas dit la vérité. Je vais finir avec l'affaire des salaires, cher ami. Même ici, à Semel ou ailleurs, lorsqu'on vous engage, vous signez un contrat, vous devez être au courant de ce que vous toucherez comme salaire. Lui, France l'a rappelé. Le président est le premier fonctionnaire de l'État congolais. L'État congolais l'a engagé. Et l'État a établi tout avant de t'engager. On te dit, tu connais les salaires bruts, tu connais les primes, tu connais les avantages. Et il a beaucoup de dossiers à traiter, il ne s'intéresse pas au salaire. Non, cher ami, c'est grave. Si le président, attendez un peu, si le président dit ne pas connaître son salaire, mais comment il va se préoccuper du salaire des enseignants? Comment il va se préoccuper du salaire d'autres fonctionnaires de l'État pour savoir s'il touche un peu ou beaucoup? D'autant plus que lui-même ne sait pas dans quel état salarial il se trouve. Mais bon Dieu. Bon, je m'arrête là. Je crois que le message est passé. Le président n'a pas menti, mais il a fait un faux pas. Et pour la situation de Covid, le président, je ne voudrais pas dire qu'il n'est pas sincère, mais il n'a pas dit la vérité. Le président savait que la situation du volcan était, de Covid était catastrophique et qu'en tant qu'État, parce que lorsqu'il dit non, j'avais de bonnes raisons de refuser de prendre les vaccins, moi je me pose la question au niveau technique.
Parce qu'il faut que nous quittions le monde des analyses épidermiques, émotionnelles. Vous êtes un État, dans la logique où nous étions un État responsable, on aurait dû, avant d'accepter l'entrée du vaccin au Congo, procéder par le contrôle d'homologation. Nous avons l'OCC qui peut, si cette histoire a les moyens, procéder au contrôle de tout produit qui entre en RDC. En dehors de cela, vous ajoutez à l'arrivée des Covid, première vague, deuxième vague, troisième vague aujourd'hui, on a créé une multitude de structures de lutte contre la Covid-19. Comité multisectoriel, comité technique, comité ceci comme cela, task force présidentielle, ministre de la Santé, comité multisectoriel, toutes ces structures incapables de détecter que le vaccin avait des problèmes. Et pire encore, lorsque la situation a éclaté ailleurs, le président n'est pas informé. Le président a pour source d'information les réseaux sociaux et les télévisions. Un président de la République a pour source d'information pour gérer un État, les réseaux sociaux et la télévision. Et non pas les télévisions comme vous le dites. Attendez, je chute. Tu lui ramènes des informations. Mais c'est justement. Il a dit quoi? J'ai appris par les réseaux sociaux et la télévision que le vaccin AstraZeneca posait problème en Europe. C'est ça qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est pourquoi je vous dis que notre président, pour gérer l'État, a pour source d'information les réseaux sociaux et les télévisions occidentales. Si ces services fonctionnaient bien, au cas où il y avait des défaillances par rapport au contrôle à l'entrée, il devait faire le monitoring. C'est pourquoi France vous a dit qu'on a un cabinet rempli d'attachés de presse qui ne font même pas leur travail. Ils ne savent pas qu'on peut faire le monitoring et savoir que dans tel pays, il y a une situation qui peut nous intéresser par rapport à la situation des vaccins. Nous pouvons faire des notes techniques au président pour qu'il prenne des décisions. Pourquoi toutes ces structures autour du président n'étaient pas la note technique? La note technique, c'est quoi? C'est un système de correspondance qu'un conseiller, qu'une structure, qu'un attaché de presse peut faire à l'attention de son chef pour lui expliquer les contours d'un dossier, les avis consultatifs non obligatoires, pour que le chef se décide ou s'informe d'une situation. Mais toutes ces structures mortes n'ont pas pu faire ça. Le président apprend des choses sur les réseaux sociaux. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Si déjà, on veut gérer un État sur base des informations reçues sur les réseaux sociaux, c'est que nous sommes mal barrés. Je suis désolé. C'est quand même grave, Patrick. Parce que les services ne font pas le travail. Lui, France Kouzikessa, vous savez très bien que le président de la République, c'est un homme sincère. C'est un homme vrai. Il dit exactement aux Congolais, je suis proche de vous parce que je suis même les réseaux sociaux, tout ce qui se passe. Vous serez peut-être surpris un jour, c'est Félix Tshisekedi lui-même qui vous écrit. Il vous dit, quant au vaccin AstraZeneca, moi, Félix Tshisekedi, je ne suis pas d'accord parce que sous d'autres cieux, ça ne va pas. Quoi de plus normal? D'abord, la sincérité de quelqu'un, c'est avec son Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu le Père pour savoir le président est sincère ou pas. Il prie, il est chrétien, fervent. Il sait s'il est menteur ou il est sincère avec son Dieu. Moi, ici, je suis en train d'analyser la communication du président. Ne m'amenez pas à une religion. On n'est pas une église. Mais, d'abord, je voulais rappeler ici que tout argent perçu en dehors de la réglementation en la matière est du vol et de la mafia. S'il y a un problème de français, je peux le dire en lingala pour une meilleure audition. L'émission est en français, ne vous en faites pas. Merci beaucoup, c'est une autorisation que j'ai demandée. Je ne vous autorise pas non plus. Très bien. Je rappelle que l'homme ne vit que de la réglementation salariale. Le jour où tu es en fonction, on te dit, monsieur, Patrick Lokala l'a dit, tu touches autant, tu touches autant, tu touches autant, tu touches autant. La réglementation. Et le jour où tu as l'argent en dehors de cette réglementation, mais c'est du vol, monsieur. Parenthèse. Je n'ai pas dit qu'il a volé. Je n'ai aucune preuve sur le prétendu détournement, je ne connais pas. Mais je dis seulement que l'homme ne vit que du salaire et des avantages réglementés.
et tout argent en dehors de la réglementation et de la mafia. Mais ici, on a posé la question de savoir si le président est sincère quand il dit qu'il ne connaît pas... Non, mais attends. En dehors de ce que Patrick Local a dit sur le contrôle, non. En biologie, le médicament sont soumis, tout produit toxique et chimique est soumis à ce que nous appelons la contre-expertise. La contre-expertise, c'est quoi? C'est lorsque vous prenez les produits venus d'une autre expertise, vous créez une expertise à vous pour faire les analyses biotechnologiques, biomédicales, biosynthétiques. On appelle ça les échantillons. On n'a pas besoin de faire 1000 ans en Sorbonne pour comprendre ça. Il est question d'être responsable. Mais posez la question maintenant. D'abord, Mouyembe ne nous a jamais dit il guérit les gens de Covid tous les jours. Il guérit les gens avec quoi? Parce que le vaccin a posé problème ailleurs. Mais lui, il guérit les gens avec quoi? Nous venons de guérir 50 personnes. On venait de guérir. Il les guérit avec quoi? Avec les jambes, avec les pieds, avec les bananes ou avec quoi? Bon, vous voulez qu'on parle? On parle encore de quoi, monsieur? Qu'on parle du vaccin. Le président de la République n'est pas d'accord. Très bien. Tous ceux qui ont été vaccinés doivent poursuivre l'État congolais. Doivent saisir les instances judiciaires. Mais s'il faut suivre votre logique, c'est que le ministre sortant Etienne Longondo doit également être parmi les victimes. Non, mais lui il ne peut d'abord pas être victime pour les produits. D'abord pour les vols d'argent alloués à la Covid. D'abord. Il devrait être poursuivi pour ça. Toi, tu as déjà entendu parler? Déjà? Ça, c'est l'IGF qui l'a dit. Qu'il aurait détourné l'argent. Toi, tu as déjà pris une poursuite derrière ça? Déjà? Parenthèse. Mais regarde. Le regret, c'est que nous voulons redresser l'État, mais nous n'avons pas la volonté de redresser l'État. Aucune volonté politique dedans. Tout le monde est tellement motivé dans la construction. On ne s'occupe presque plus de questions d'État qui nous met en péril vis-à-vis des autres États. Avec quel État tu peux comparer la RDC aujourd'hui? Et que dire de la troisième vague? Produits venus d'ailleurs, la vague venue d'ailleurs, vous faites la politique de la transposition. Quand ça monte ailleurs, chez vous ça monte. Quand ça barde, chez vous ça barde. Donc vous êtes un sous-État, monsieur. Vous êtes un État fédéral. Même un État fédéral ne fonctionne pas comme ça. Mais regarde les regrets. Le président dit il n'avait pas pris ces vaccins parce que c'était un mauvais vaccin. C'est comme ça. En fait, en lingala, c'est comme pour dire hein? Il y a des nuances qu'on saura bien apporter à l'intention des Quinois. Vaccin. Mais le ministère de la Santé a vulgarisé sur même le caractère obligatoire de la vaccination. Mais le ministère faisant partie du gouvernement, et le gouvernement faisant partie de l'exécutif, et l'exécutif ayant pour chef le président de la République, on ne comprend pas que tout ce que les ministères disent vienne du président de la République. Ça, il faut aller en Chine pour l'apprendre, monsieur. Attends. Mais quand le président dit qu'il ne connaissait pas, il avait refusé. Qui a demandé au peuple de prendre ces vaccins? Il faut que tous ceux qui ont pris vaccin nous contactent par notre numéro. On va maintenant organiser une structure de victimes d'État. Ils vont déposer leur mémo. Parce que toutes les conséquences qui viendront dans leur vie liées à ces vaccins-là, l'État congolais doit en être responsable, le chef de l'État en premier. Je termine en disant un mot très important. Nous avons la fierté et l'honneur d'avoir un fils du pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais prouvé que Kabila était fils du pays. Je ne dis pas qu'il n'était pas fils du pays. Mais on ne nous a jamais prouvé. Jusque-là, tous les débats qu'il y en a, restez dans les flous, il n'y a pas de problème. Mais on a quand même un fils du pays à la tête de notre État. Notre frère, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais que les incompétents ont privatisé.
ont pris le président en otage et le président ne peut plus réfléchir avec ceux qui sont capables de réfléchir. Quand ceux qui veulent réfléchir pour l'avancement de l'État avec le président de la République, c'est des gens qu'il faut, les services de renseignement, au lieu de savoir les origines de tous ces vaccins, de tous ces produits qui nous viennent d'ailleurs, et communiquer, donner les informations fiables au président, on commence à savoir quel journaliste a dit quoi, quel opposant a dit quoi, qu'il faut mapper, qu'il faut faire ceci. Non, mais on ne va pas bâtir l'État comme ça, monsieur. L'État, il faut le bâtir par des principes, par des normes, par la réglementation, par l'organisation fonctionnelle des institutions. Mais je termine, je vous pose une petite question. C'est une question que je vais poser à l'intention des téléspectateurs. Rapidement. S'il vous est demandé aujourd'hui de comparer la RDC, parce que prenons que Kabila a mal géré. Le vrai État a commencé avec le président de la République actuelle, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2018. Disons ça comme ça, que l'État venait de commencer, parce que l'État des droits venait de commencer là-bas. Depuis que l'État des droits est venu, jusqu'à ce jour... C'était la question parce que... Oui, c'était la question. L'État congolais qui est l'État des droits, tu peux le comparer avec quel autre État au monde? Patrick, Louis-France a débordé d'une minute. Même pas avec mon village. Je reviens, alors, à vous rapidement parce qu'on doit passer à la deuxième thématique. Je récupère très rapidement. Vous récupérez tout en... Parce que c'est très important. Vous ne la regardez pas. Je ne sais pas quand vous vous rendez compte que j'ai débordé. Vous avez débordé d'une minute. Il ne faut pas distraire le présentateur. Allez-y Patrick, rapidement, réfléchissez pour qu'on passe à la deuxième thématique. Très bien. Alors, nous allons garder la concentration parce que ce que dit Louis-France risque de nous distraire un peu. Il a dit quelque chose de très important. Lorsqu'il dit excusez-moi, c'est-à-dire que comment un président de la République sait que le vaccin est mauvais et qu'il refuse même de prendre, mais il autorise quand même ses concitoyens, il autorise de quitter le monde, de mobiliser pour le vaccin, mais lui-même sait, comme disent les Quinois, abatami, lui-même sait que c'est mauvais, mais vous prenez quand même, cher cobaye, cher mbendre, cher idiot, cher bête, cher animaux, prenez-en. Moi qui suis le maître, je n'en prends pas. Et quand ça capote ailleurs, c'est à ce moment qu'il devient sincère pour dire non, moi j'avais de bonnes raisons de refuser. Mais toi tu avais de bonnes raisons de refuser. Tu es là pour refuser des choses au nom des Congolais et pour tout le monde. Mais tu refuses en toi-même. À ce moment-là, il était président de la République ou il était chef d'une famille. Lorsqu'il dit j'avais de bonnes raisons de refuser. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne puisse pas refuser pour tout le monde? C'est là sa part de responsabilité. C'est là où Louis-France a raison lorsqu'il dit qu'il faut peut-être les traduire devant les instances judiciaires. C'est une analyse que nous faisons, ça s'arrête ici. Ça, c'est de 1. Et puis, par rapport à une autre question que je voulais très rapidement soulever, je crois que en 10 secondes, il faudrait qu'à un moment donné, que nous allions au-delà de la réflexion. Ce qu'a dit Louis-France est très important, je viens de récupérer ma mémoire, c'est que le président n'est pas otage de ces gens. Le président a créé un système dont il s'est fait lui-même otage. Parce que c'est lui qui a recruté. Il a mis tout le monde de côté. Les gens de Kabila, tous ceux qui accompagnaient Kabila, il les a mis de côté. Il a recruté lui-même ses propres gens. Des gens venus des milieux ambiants, de Bruxelles, Londres et Paris. Il a fait des experts, des gens qui cueillissaient des fruits en Europe. Ils sont devenus experts à la présidence. Il a créé son système à lui. Et il est devenu otage de ce système. Et il ne sait pas s'en sortir. Louis-France est allé là pour dire non, l'État de droit a commencé en 2018. Non, admettons que les 2 ans avec Ilunga, Ilukamba, c'est une perte. Et que l'État de droit n'a commencé que cette année. Prenez de janvier cette année, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu chute du FCC cash, de janvier jusqu'au mois de juillet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des signaux palpables, positifs, pour espérer un état de droit dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Moi aussi, c'est une réflexion que j'ai lancée. C'est une réflexion que Patrick Local a lancée quant à ce sujet. Vous le savez très bien depuis le jeudi que la Cour constitutionnelle a donné son avis à la conformité à la Constitution de la loi organique sur la CENI. Pour la MOUCA de l'opposition, ça ne passe pas cette loi parce que cette loi, la CENI n'est pas du tout dépolitisée telle que la MOUCA le souhaite. Ils ne sont pas d'accord, ils vont demander aux gens de sortir dans la rue pour manifester enfin que cette loi ne passe pas, alors que tous savons que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et ne sont soumis à aucun débat. Je crois que le débat il est clos.
La Mouka ne peut que se plier, lui, France Kousikès. Vous savez, le droit ne s'analyse pas comme la communication. Le droit s'analyse sur les fondements, sur les cas jurisprudentiels, sur le droit comparé, sur des doctrines pour faire une analyse de droit. Malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent donner les hautes opinions du droit, prétendant donner des leçons alors que en perte de qualité. Regardez, je prends un concept très important, la constitutionnalité des actes de loi et des actes ayant force de loi relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Mais est-ce qu'il y a aussi la peine aujourd'hui de parler de la Cour constitutionnelle que Tiens Tshisekedi a qualifiée d'inféodée? Mais là, de quelle cour parlez-vous? Parce que Félix Tshisekedi est-ce que hier, c'était la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, c'est la Cour consultative? C'est la Cour constitutionnelle congolaise, inféodée. La même Cour aujourd'hui est crédible. Là n'est pas le problème. Mais regardez l'attitude. Vous savez, dans un état où la politique, il y a ce qu'on appelle les acharnements politiques. Les opinions politiques prennent le dessus sur les questions de droit. Et à 90%, les avis rendus par les institutions judiciaires sont rendus avec une motivation très exagérée de la politique. Pour preuve, aujourd'hui, il suffit qu'un mot d'ordre vienne de la présidence. Il suffit qu'un mot d'ordre vienne de ceux qui sont autour du président. Les institutions judiciaires sont accroupies pour poser les actes. Il suffit qu'on appelle au téléphone, en raison ou en tort. On pose les actes des droits. Donc selon vous, et on commence à improviser la procédure. Il y aurait une main politique qui serait derrière. Non, je ne dis pas que cette loi, il y a une main politique. La loi, l'objectif du droit administratif, c'est aussi la paix sociale. La loi n'a pas pour objectif de troubler l'ordre public. La loi a pour objectif de créer la stabilité fonctionnelle de la société, d'organiser la société, de réglementer la société. Mais il y a des intentions dans cette loi-là. Les intentions sont lesquelles? Prenez ça comme vous voulez, c'est ça la vérité. Ça, je parle des intentions, je ne parle pas de la vérité. Les gens disent que cette loi a été fabriquée dans un laboratoire proche de la famille politique du président de la République. Et aujourd'hui, le détenteur de la loi lui-même est dans la poche du président. Attendez, il faut qu'on analyse froidement. C'est important qu'on ait une loi électorale modifiée, mais la CENI elle-même est la résultante du consensus. La loi électorale, elle-même, son application, son applicabilité est la résultante du consensus. Dans la CENI, il y a la volonté politique de l'opposition, il y a la volonté politique de la majorité, la volonté politique de la société civile. Sous d'autres cieux, quand vous parlez de la CENI, elle, s'occupe essentiellement du rassemblement d'avis politiques des acteurs et de leurs familles politiques respectives pour poser les actes. Mais ici, il y a une certaine indépendance. Mais je vous pose la question. Ça, nous allons analyser maintenant. Pour vous remettre votre parole. Par là. Si vous regardez les faits et gestes, parce que le droit criminologique étudie aussi le comportement criminel des individus. Nous pouvons ne pas connaître vos intentions, mais on peut les lire à travers vos actes. Mais on pose la question. Avec l'ambiance que vous voyez dans les institutions aujourd'hui, avec les attitudes, les intentions de haute personnalité des institutions qui envisagent le report des élections, est-ce que vous voyez obtenir les élections en 2023, les élections crédibles? Je donne ma main à couper. Si en 2023, on passe aux élections crédibles, s'il y en aura, parce que les élections de 2023 seront des élections les plus corrompues possibles. Les plus corrompues, ça c'est grave. Et en ce moment-là, si on passe aux élections crédibles en 2023, déjà avec une loi très contestée,
moi, ma main, je vous la donne. Vous pouvez la couper. Patrick Local, la loi très contestée, comme suggère Louis-France Kouzikessa, mais ce n'est pas contesté aussi autant qu'il le veut. Ce n'est que Lamouka jusque-là qui s'y oppose, mais une frange de l'Église catholique aussi, à l'entremise de la Senko, qui n'était pas aussi d'accord avec cette loi. Quoi de plus normal que la Cour a rendu sa décision, que tout le monde se plie? Il faut savoir qu'il y a des blocs. Il y a des blocs de la société civile. Il y a un bloc des acteurs politiques et un autre bloc lié aux instances judiciaires. Par rapport à la procédure et à la conformité, vous savez très bien que la proposition de loi a été déposée par Christophe Lutundula, qui est aujourd'hui au gouvernement. La loi a suivi le cours normal jusqu'à être déclarée conforme à la Constitution. Il n'attend maintenant que la promulgation. Mais il y a des blocs qui contestent. Vous dites, ce n'est que la Mouka, mais vers la fin, vous-même vous corrigez pour dire, une frange de l'Église, ça fait des partis qui contestent la loi électorale portant organisation. Vous êtes fort dans les détails. Non, mais nous, c'est la nuance. Nous, tout ce que nous avons, nous n'avons pas de muscles. Nous avons que l'intelligence pour analyser les choses. Allez-y, Patrick. Et Louis-France l'a dit. Peut-être le malheur qu'il a eu, c'est de n'avoir pas le temps de donner beaucoup plus d'exemples, de détails pour conclure à l'hypothèse selon laquelle il y aurait des élections chaotiques en 2023. Mais le décor est en train d'être planté. Ne soyez pas quand même... Tous les éléments motivateurs... Ne soyez pas des prophètes de malheur. Non. Tous les éléments motivateurs d'une élection bâclée sont là. Comment voulez-vous que la CENI, il a dit, il était éclairé, c'est un organe consensuel qui pose les actes tenant compte de la température de toutes les parties prenantes. Je ne voudrais pas vous rappeler les 3 parties prenantes. Mais il y a 2 parties prenantes qui se disent choquées par une loi. Ce qui fait que si vous y allez, vous allez tomber dans la controverse. Quelles sont ces parties? Il y a l'opposition et la société civile. Mais c'est seulement la partie au pouvoir qui est d'accord. Ça ne représente pas toute la société civile quand même, Patrick. On parle des églises. C'est vous qui avez cité la Senko. Moi, j'ai cité les églises. Je parle là de la société civile. Oui, mais c'est ça, les églises. Ainsi que d'autres franges. Je ne voudrais pas vous citer d'autres acteurs de la société civile qui s'étaient opposés. Et vous voulez en même temps organiser des élections crédibles et apaisées. On ajoute le vocable apaisé. Mais vous biaisez déjà la procédure qui va vous amener à avoir des résultats apaisés. La procédure est biaisée lorsqu'on n'a pas pu tenir compte des avis des uns et des autres. Et même certains élus ont dit que la proposition initiale de Lutundula n'a pas été respectée. Alors là, nous sommes en train de faire du surplace. Est-ce qu'on a évolué avec Félix? Je sors de cette analyse basée sur le principe et des faits. Je reviens au niveau de la morale. 30 secondes. Est-ce qu'au Congo, nous avons seulement un problème de loi? Est-ce qu'au Congo, nous avons seulement un problème de texte? Je suis convaincu qu'au Congo, nous avons aussi un problème de moralité publique. Il faudrait que nous nous réfléchissions pour procéder à ce que j'appelle la moralisation de la classe politique. Parce qu'on peut beau inventer de lois, on peut beau avoir de lois, mais si nous avons cette classe politique médiocre, avec des gens qui agissent, non pas pour l'intérêt du peuple, mais ils agissent au nom de leur famille politique qui les a délégués. C'est comme ça que vous voyez, quelqu'un qui a été élevé juge, au lieu de servir la nation, il sert celui qui l'a délégué par peur de perdre son poste. Voilà pourquoi nous disons que peu importe la maltraitance de ces antipatriotes, il y aura un jour où les vrais patriotes récupéreront ce pays et à ce moment-là, même des cadavres seront jugés. Même les cadavres seront jugés. L'émission est arrivée pratiquement à la fin, Louis-France. Nous sommes arrivés à la fin. En demi-seconde. Demi-seconde. Nous avons, on appelle ça les éléments précurseurs. Parce que même avant la naissance de Jésus, il y avait des indices, des signaux qui signifiaient la venue du Christ. Vous avez un président, notre président applique élu minoritaire, mais qui s'est doté de la majorité en pleine législature. La majorité en pleine législature. Un jour comme ça, le président qui était minoritaire a 350 députés chez lui. Par quelle magie?
Attends, je termine. L'émission est arrivée à la fin. Je termine à demi-seconde. L'émission est arrivée à la fin. Le président qui était minoritaire fait tomber un bureau que j'ai trouvé incompétent, c'est vrai bureau Mabunda arrogant, mais ce bureau est tombé par quelle magie? Le bureau s'en est tombé et on a investi d'autres bureaux par quelle magie? Et vous voyez cette démarche-là de se doter de la majorité archaïque en pleine législature, vous rassure les élections crédibles en 2023. Monsieur, vous organisez les élections en 2023 crédibles. Moi, je quitte ces pays. Patrick Lokala, merci de votre participation. Même s'il y a eu injustice, j'aurais dû dire un mot. Eliezer Tambouadi, nous n'avons pas voté avec notre bonne volonté, mais nous avions peur. C'est pourquoi nous avions voté contre Mabunda. Patrick, intéressant. Il y a des députés. Merci, Lufrance. Il y a des députés, des députés. En 2023, l'émission est arrivée à la fin. Peut-être qu'ils n'auront même plus le courage de revenir au regard de leur propre statut. Parce que vous voyez, pratiquement à la fin, nous avons abordé la thématique liée à l'interview du président de la République accordée à la RTNC et à la Radio Top Congo. Nous sommes revenus également à l'avis de conformité à la constitution de la loi organique de la CENI avec Christophe Lutundula. Vous avez certes aimé les analyses de mes analyses sur ce plateau. C'est à vous de tirer l'essentiel. Et le Congo, c'est notre bien à tous. Mesdames et messieurs, abonnez-vous surtout massivement sur notre chaîne YouTube SML13 TV pour suivre aussi ces programmes au travers de la chaîne YouTube. En attendant, restez branchés sur la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Au revoir.